D'accord. Alors, on va commencer. De toute façon, je présente un peu au début. Ensuite, je passerai la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre ce moment pour vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Daniel Lapalme, coordonnateur des programmes et services à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour la division Québec. Au nom de notre partenaire de Brain Exchange, Gillian McConnell, qui est présentement avec nous, et de mes collègues de la Société canadienne de sclérose en plaques, nous vous souhaitons la bienvenue et sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous. Donc, avant de commencer, nous voulons vous expliquer brièvement la technologie que nous utiliserons ce matin. L'audio devrait provenir de vos téléphones, donc si vous entendez ma voix, nous sommes bien partis. C'est là qu'on s'en va. Le visuel, donc les diapositives, devraient être visibles en ligne à partir du lien qui vous a été envoyé avec le détail de la connexion, de sorte que vous pouvez regarder les diapos pendant que notre présentatrice parle. Par ailleurs, dans le champ gauche, au bas de votre écran, vous devriez voir une bulle bleue. Si avec votre souris, vous bougez votre curseur où il est inscrit « Chat with the presenter » et cliquez dessus, un espace de discussion devrait apparaître. C'est de cette façon que vous pourrez communiquer avec la présentatrice ainsi qu'avec moi. Donc, prenez note que seulement Gillian, la présentatrice et moi, voyons ce qui est inscrit dans l'espace de discussion. C'est dans cet espace que vous pourrez envoyer vos questions à la fin de la présentation. Aussi, sachez que toutes les lignes téléphoniques des participants seront muettes afin de réduire les sons ambiants et de respecter votre confidentialité. Si vous avez besoin de poser des questions durant la présentation, veuillez utiliser l'espace de discussion car il nous sera impossible de vous entendre autrement. Donc, la présentation sera enregistrée. D'environ une semaine, elle sera disponible sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques ainsi que sur le site de Brain Exchange. Cela couvre l'essentiel des informations pour commencer. Le webinaire est d'une durée approximative de 1h30, soit 60 minutes de présentation et 30 minutes pour la période de questions et la fermeture. Nous demandons aux participants de garder leurs questions pour la fin, à moins qu'elles soient reliées à la technologie utilisée. Dans un tel cas, nous ferons de notre mieux pour vous venir en aide. Maintenant que nous avons couvert les aspects techniques, nous voulons profiter de cette opportunité pour vous donner quelques informations que la Société canadienne de sclérose en plaques souhaite partager avec vous. La Société veut témoigner sa reconnaissance à Biogène pour son don qui a rendu possible ce webinaire. Nous rappelons que la Société n'endosse pas ni ne recommande aucun produit ou aucune thérapie spécifique, mais procure des informations afin de permettre à chaque individu de faire ses propres choix. La Société est seule responsable de l'identification des besoins et des objectifs, de la sélection du contenu, du choix des présentateurs ainsi que des méthodes de partage de savoir. La mission de la Société canadienne de la sclérose en plaques est d'être un chef de file dans la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et de permettre aux personnes aux prises avec cette maladie d'améliorer leur qualité de vie. Maintenant, je cède la parole à Mme Geneviève Primeau, qui nous présentera le contenu du webinaire d'aujourd'hui, comprendre les troubles cognitifs, trucs et astuces. Madame Geneviève Primeau exerce dans le domaine de la neuropsychologie depuis 2001. Elle est membre de l'Ordre des psychologues du Québec et détentrice de l'attestation pour l'évaluation des troubles neuropsychologiques. Elle a initialement travaillé en centre de réadaptation auprès d'une clientèle souffrant de neurotraumatisme, donc on parle d'accidents vasculaires cérébraux, de traumatisme crânien. Elle travaille depuis près de 20 ans en milieu hospitalier auprès d'une clientèle adulte présentant des troubles psychiatriques et ou neurologiques complexes. Elle exerce également en pratique privée depuis quelques années. Elle agit aussi à titre de superviseur, de conférencière et de formatrice. Elle est connue pour son expertise dans le domaine de la sclérose en plaques. Madame Primeau, donc bienvenue, heureux de vous avoir avec nous et je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Alors, je devrais pouvoir changer les acétates maintenant. Voilà.
Alors, bonjour tout le monde. Je vous présente les objectifs de la présentation d'aujourd'hui. Quels sont les troubles cognitifs les plus importants dans la sclérose en plaques? Ça va être notre première portion, dans le fond, de déterminer de quoi on va parler. C'est quoi les troubles cognitifs au juste, comment ça se manifeste. Ensuite, on va parler de qu'est-ce qui cause les troubles cognitifs. C'est quoi parfois les causes, donc les leviers qu'on peut avoir pour intervenir et comment composer avec ces symptômes-là. Donc, quels sont les troubles cognitifs les plus importants dans la sclérose en plaques? Commençons par un petit peu d'épidémiologie, c'est-à-dire la prévalence des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus pour essayer de déterminer c'est quoi la proportion d'individus qui souffrent de cette maladie-là, qui ont des troubles cognitifs. Et la majorité des études s'entendent sur un pourcentage qui serait entre 45 et 65 Ce qui importe de préciser, c'est qu'on fait référence ici à la notion de trouble cognitif. Pour parler d'un trouble, il y a une intensité, une ampleur de déficit qui vient avec la notion de trouble. Ça veut dire ça qu'il y a probablement un pourcentage un peu plus élevé que ça, qui ont au moins des légères difficultés cognitives, au moins de légères défaillances par-ci, par-là, qui vont se manifester dans leur quotidien, même si ça ne se qualifie pas nécessairement pour parler d'un trouble cognitif. Donc, ça touche beaucoup de gens, finalement, les difficultés d'ordre cognitif. Par contre, une intensité sévère de déficit, c'est quand même assez rare qu'on voit ça. Quand je parle de difficultés sévères, je fais référence, par exemple, au concept de démence, donc un niveau d'intensité de déficit qui est associé à une perte d'autonomie, qui est associé à des difficultés fonctionnelles vraiment importantes. Là, c'est quand même des pourcentages beaucoup plus faibles qui atteignent cette intensité-là dans la sclérose en plaques. Donc, les troubles cognitifs, c'est important qu'on en parle puisque ça touche quand même beaucoup de gens atteints de sclérose en plaques. C'est quoi les troubles cognitifs les plus importants? On commence bien sûr par parler de l'attention et de la concentration. C'est un concept très vaste, l'attention, la concentration, ça couvre beaucoup de choses, mais je vais vous parler de ce qui est le plus touché, donc des sous-aspects de l'attention-concentration qui sont le plus touchés dans la sclérose en plaques. L'élément cardinal qui caractérise la sclérose en plaques, c'est vraiment un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Donc, un ralentissement dans les processus cognitifs. Comprendre, raisonner, réfléchir, ça devient plus lent. Des fois, ce ralentissement cognitif-là est associé à un ralentissement qu'on va pouvoir observer, par exemple un ralentissement moteur ou un ralentissement en conversation parce qu'il y a des délais de réponse, parce qu'il y a une élocution qui est plus lente, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, un individu pourrait avoir un ralentissement de ses processus cognitifs sans qu'il ait l'air ralenti au premier abord, au plan physique ou en conversation. Donc, ce ralentissement-là va se répercuter sur l'accès, le recours à l'ensemble des outils cognitifs de la personne parce que ça prend un petit peu plus de temps pour faire des liens, pour réfléchir, pour raisonner. Donc, ça se répercute sur tout le reste. Au niveau de l'attention-concentration, ce qu'on décrit souvent aussi, c'est une difficulté à demeurer vigilant. Donc, la vigilance, c'est quand on fait quelque chose qui est un peu routinier, quand on fait quelque chose qui est moins stimulant, pardon, de rester vigilant, ça devient plus fragile dans la sclérose en plaques. Pensons par exemple à quelqu'un qui conduit longtemps sur une autoroute qui est peu achalandée. Ça fait directement appel à la vigilance. Il faut rester concentré au cas où quelqu'un freinerait, au cas où quelqu'un viendrait nous dépasser, mais plus souvent, ça reste un parcours qui est quand même assez lent, il y a peu de stimulation. Donc cet aspect-là de vigilance est sollicité et ça va devenir plus fragile dans la sclérose en plaques. Ce qui est touché aussi souvent, c'est la sensibilité à la distraction. Donc, les individus atteints de sclérose en plaques vont avoir plus de difficultés à rester focusés sur ce qu'ils font s'il y a de la distraction autour. Quelqu'un qui parle, de la musique, un bruit ou du mouvement. Donc, quelqu'un qui passe devant pendant que la personne essaie de lire ou essaie de focusser sur quelque chose qu'elle essaie de faire. Si ça bouge, s'il y a du mouvement, si ça la distrait, elle va décrocher plus facilement, perdre le fil plus facilement. Une autre difficulté qu'on voit souvent, c'est une difficulté à faire plusieurs choses en même temps ou à alterner entre des tâches.
c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Sclérose en plaques ou non, faire deux choses en même temps, c'est exigeant. Alterner entre des tâches, c'est exigeant. Là où on parle d'une difficulté, c'est que dans la sclérose en plaques, c'est encore plus difficile de faire ce genre de choses-là. Donc, partager son attention entre deux choses, par exemple, cuisiner en répondant au téléphone, ou bien alterner entre les tâches, partir une brassée de lavage, commencer le lave-vaisselle, commencer une recette, puis là, on revient en arrière où ce qu'on était rendu. Donc, cette alternance-là devient plus difficile à suivre. La mémoire aussi est un aspect qui est souvent touché dans la sclérose en plaques, mais pas tous les aspects de la mémoire comme telle. La mémoire, encore une fois, c'est un concept très vaste, ça regroupe beaucoup de choses. Ce que je vais vous parler, c'est plus spécifiquement des processus mnésiques qui sont touchés, qui sont vulnérables à la sclérose en plaques. On parle d'une difficulté notamment à manipuler mentalement des informations. Ça fait référence à un concept qu'on appelle la mémoire de travail. Par exemple, l'analogie qu'on peut faire, c'est avec l'ordinateur, la mémoire vive de l'ordinateur qui calcule, qui fait différents processus. Donc, c'est un parallèle à faire avec la mémoire de travail et c'est quelque chose qui devient plus fragile dans la sclérose en plaques, manipuler mentalement des informations. Par exemple, si dans notre tête, on essaie de faire un calcul mental, imaginons une multiplication où il y aurait des retenues, puis qu'on essaie de faire ça dans notre tête, ça fait directement référence à la mémoire de travail et ça, c'est plus touché dans la sclérose en plaques. La mémoire de travail, on l'utilise énormément dans notre quotidien parce qu'on doit constamment garder des choses à l'esprit et les brasser dans notre tête pour agir, pour faire ce qu'on a à faire. Par exemple, si on est en conversation avec quelqu'un, on doit garder en mémoire ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous a dit avant. S'il y a des questions, on fait surgir nos idées sur la façon dont on va y répondre. On va chercher les mots qu'on va avoir besoin pour répondre à la personne. Alors, tout ça se passe en mémoire de travail. Donc, la fragilité à ce niveau-là peut se répercuter sur, encore une fois, un paquet d'activités de la vie quotidienne. Au-delà de la mémoire de travail, il y a aussi souvent une difficulté à enregistrer de nouvelles informations, à faire de nouveaux apprentissages. Donc, prendre une information puis aller la porter dans notre mémoire pour l'enregistrer, c'est un petit peu plus difficile. Souvent, ça reste possible, mais la personne va avoir besoin de plus de temps ou plus de répétition. C'est plus fragile, ce processus-là. Par contre, habituellement, dans la sclérose en plaques, une fois que l'information elle est rentrée dans la mémoire puis qu'on s'est assuré qu'elle était bien enregistrée, typiquement, la personne ne l'oubliera pas davantage que la population générale. Donc, la consolidation de l'information, garder une information dans notre mémoire malgré le temps qui passe, souvent, ce n'est pas touché de cet aspect-là dans la sclérose en plaques. Par contre, la personne peut avoir des difficultés à récupérer cette information-là en temps opportun. Donc, d'y avoir accès au moment où elle le voudrait, ça peut être un petit peu plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a oublié, mais de faire le chemin jusqu'à son souvenir peut être plus difficile. Par exemple, si on cherche, ça arrive très souvent, on va chercher par exemple le nom d'un acteur qu'on a vu dans un film, puis sur le coup, ça ne sort pas, mais si on attend quelques temps plus tard ou on pense à d'autres films d'un même acteur, ça va nous aider à faire le chemin vers le souvenir puis aller chercher cette information-là. Donc, c'est le genre de difficultés qu'on va observer davantage dans la sclérose en plaques, où ils vont avoir besoin de plus de temps ou des indices, où ils vont devoir faire des détours dans leurs connaissances pour accéder à l'information qu'ils voudraient avoir. Et ça, cette difficulté-là à enregistrer de nouvelles informations puis à récupérer l'information en temps opportun, typiquement, ça va affecter surtout les faits banals récents. Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Une petite conversation faite vite dans le cadre de porte, des commissions qu'on avait à faire, donc des petites choses du quotidien. C'est très rare qu'on va voir des oublis de souvenirs. Donc, oublier d'être allé faire un voyage à tel endroit, oublier une conversation très importante, ça, typiquement, c'est beaucoup moins touché. C'est beaucoup plus pour les choses banales, où j'ai mis mes clés, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que tu m'as dit l'autre fois, vite, vite, quand on s'est croisés dans le corridor. Donc, c'est plus ce genre de choses-là qui va être plus fragile parce que c'est moins bien enregistré et plus difficile à aller récupérer en mémoire. Donc, vous voyez qu'avec cette description-là que je fais ici de la mémoire,
c'est différent de ce qu'on décrit dans la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, même si on insiste sur un bon enregistrement de l'information, la personne, elle l'oublie au fil du temps. Elle n'arrivera pas à les récupérer, même si on lui donne plus de temps, même si on lui donne des indices. Donc, il y a vraiment une différence entre les difficultés de mémoire de la sclérose en plaques et la maladie d'Alzheimer, du moins dans les débuts de la sclérose en plaques, parce qu'on va parler plus tard de l'évolution des symptômes cognitifs avec l'évolution de la maladie, qui là peuvent en venir à toucher davantage de processus. Je poursuis en vous parlant des fonctions cognitives, des fonctions exécutives, pardon. Qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? Vous avez en bas le petit dessin d'un chef d'orchestre parce que ça illustre bien ce que sont les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, typiquement, c'est situé davantage dans la portion antérieure du cerveau. Donc, c'est le lobe frontal surtout qui est responsable de ça. Et ce que ça permet de faire, c'est de faire des liens entre des situations, de faire des liens entre les différents outils qu'on a dans le reste de notre cerveau pour harmoniser tout ça et faire un raisonnement, faire une réflexion qui va être harmonieuse. Donc, d'où l'analogie de mon chef d'orchestre ici, qui peut se servir de différents outils du cerveau pour tout coordonner ça ensemble. Donc, des difficultés au niveau des fonctions exécutives, ce que ça va faire, c'est entre autres des difficultés qu'on appelle d'abstraction. Faire des liens entre des événements, avoir une vue d'ensemble, prendre du recul face aux situations. Par exemple, il nous arrive un événement au travail, un problème à résoudre, bien, il faut être capable de faire un lien avec une situation peut-être semblable ou apparentée qui a pu avoir lieu dans le passé pour aller trouver des façons de résoudre la nouvelle situation. Donc, on fait des liens, on prend du recul face à ce qui se passe présentement et on fait un lien avec des choses qui se sont déjà passées ou qu'on a déjà vues dans d'autres contextes antérieurement. Et ça, c'est plus difficile dans la sclérose en plaques. Au niveau des difficultés d'ordre exécutif, ce qu'on voit aussi dans la sclérose en plaques, c'est une difficulté à se retenir d'agir impulsivement, surtout sur le coup des émotions. C'est sûr que c'est difficile pour tout le monde. On le sait que les émotions peuvent venir brouiller un peu notre capacité à bien analyser une situation puis à bien choisir la façon dont on va y réagir. Mais dans la sclérose en plaques, ça devient plus évident, cette difficulté-là. Les émotions peuvent prendre plus de place. Les gens vont parfois avoir un petit peu moins de retenue pour exprimer leurs réactions, formuler leurs commentaires dans des situations qui viennent les faire réagir. Au niveau des fonctions exécutives, ce qu'on va voir parfois aussi, ce sont des difficultés à résoudre des problèmes. C'est un peu en lien avec le reste, bien sûr, mais trouver des solutions, trouver des stratégies pour résoudre un problème, résoudre une difficulté, ça fait appel beaucoup à l'initiative. Il faut aller dans nous, dans nos outils, dans notre expérience pour faire des liens puis trouver une façon de résoudre un problème. Donc, ça c'est un aspect qui peut être touché également. Un autre aspect qui peut être touché aussi, c'est une difficulté à planifier les étapes d'un projet. Donc, par quoi on va commencer? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Comment on va planifier à l'avance un projet qui nécessite d'ordonnancer des étapes à faire? C'est quelque chose qui peut être un peu plus difficile. Les gens ils ont de la misère à savoir par quoi je vais commencer, qu'est-ce qui est prioritaire, puis si je fais telle étape, quelles répercussions ça va avoir sur mes autres étapes, donc comment je vais me structurer. C'est quelque chose qu'on peut observer également. Maintenant qu'on a parlé des difficultés les plus importantes, ce qu'on retrouve davantage dans la sclérose en plaques, il faut aller voir qu'est-ce qui cause les troubles cognitifs. Bien sûr, ça va un peu de soi de dire que l'atteinte cérébrale est impliquée parce que c'est dans le cerveau que se trouvent nos ressources pour être attentifs, pour mémoriser, pour faire des raisonnements. Donc, le fait qu'il y ait des plaques dans le cerveau, ça vient
affecter l'efficacité des neurones, ça vient affecter la capacité à notre cerveau à bien travailler de façon harmonieuse. Alors, c'est sûr que les plaques ont un impact et il y a certaines régions du cerveau qui vont avoir plus de liens avec certaines fonctions en particulier. C'est pour ça aussi qu'il y a une certaine variabilité dans les troubles cognitifs d'une personne à l'autre, dépendamment, bien sûr, de c'était quoi ses forces, ses faiblesses avant, dans quoi qu'elle était plus à l'aise avant, mais aussi comment sont distribuées les plaques, c'est quoi l'ampleur de la surface qu'elles occupent dans le cerveau. Tout ça va venir influencer la façon dont les troubles cognitifs vont se manifester chez une personne en particulier. Mais ce n'est pas tout l'atteinte cérébrale. Ça n'explique pas de façon exclusive les troubles cognitifs qu'on observe dans la sclérose en plaques. Il y a aussi d'autres aspects qui doivent être considérés. Il faut parler, entre autres, de la fatigue. On sait que la fatigue, c'est un symptôme très fréquent dans la sclérose en plaques. La fatigue vient de l'atteinte cérébrale, vient de tout ce qui se passe au niveau du système immunitaire, du métabolisme, vient aussi parfois des troubles du sommeil qui peuvent être associés au fait qu'on a une maladie qui nous chicote, qui nous empêche de dormir, ou de l'incontinence urinaire la nuit qui va venir affecter le sommeil, ou des douleurs qui nous empêchent d'avoir une bonne position de sommeil. Donc, ces aspects-là sont interreliés entre eux et contribuent également aux troubles cognitifs. Parce que comme dans la population générale, quand on est fatigué, on a plus de misère à réfléchir, à raisonner, à planifier. Alors, si on rajoute davantage de fatigue, de difficultés de sommeil, bien, ça vient augmenter l'ampleur des difficultés cognitives qu'une personne peut avoir à cause de la sclérose en plaques. Il y a aussi tous les aspects de déprime, dépression, anxiété. Donc, parce que l'humeur, le moral, ça joue sur notre capacité à bien se servir de notre cerveau. C'est un lien qui est présent dans la population générale. On sait que les individus qui sont plus déprimés ou plus anxieux ont souvent des pertes d'efficacité au plan cognitif. Alors, c'est quelque chose qui est plus fréquent dans la sclérose en plaques. Donc, ça vient jouer ça aussi. Ça s'ajoute à l'atteinte cérébrale pour expliquer les troubles cognitifs d'une personne. Il y a aussi tout ce qui est douleur, parce que la douleur, on sait que ça peut faire partie de la sclérose en plaques, entre autres quand on parle de spasticité ou de douleur neuropathique. La douleur, ça nous déconcentre, ça nous dérange, ça nous fatigue. Alors, quand il y a des douleurs qui sont présentes, qui sont chroniques, qui sont invalidantes, ça aussi, ça va jouer sur la capacité d'une personne à utiliser efficacement les ressources cognitives qui lui restent dans son cerveau. Et certains médicaments, parfois, qui sont donnés, soit les médicaments, leur effet sur les aspects cognitifs, c'est surtout quand on donne des médicaments pour certains symptômes en particulier. On sait entre autres que les médicaments qu'on donne pour la douleur, c'est des analgésiques, bien souvent. On veut que ça calme la douleur, mais des fois, ça peut amortir un petit peu la personne. Donc, c'est pas systématique, mais il y a certaines catégories de médicaments qu'on donne pour certains symptômes de la sclérose en plaques qui peuvent entraver l'accès aux ressources résiduelles de la personne. Les médicaments pour la douleur, les médicaments aussi des fois pour l'incontinence urinaire, les médicaments anticonvulsivants. Donc, il y a certaines classes de médicaments symptomatiques qui peuvent être un petit peu plus, affecter un petit peu plus l'accès aux capacités cognitives, mais souvent, c'est que l'on se retrouve dans une balance où on doit peser le pour et le contre. On veut soulager la douleur, on veut soulager des symptômes qui sont dérangeants, mais des fois, on se retrouve avec un petit contre-coup du côté cognitif. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des effets cognitifs, que la médication doit automatiquement être cessée. Ça veut dire qu'il faut voir un bon équilibre entre les différents symptômes et les choix thérapeutiques qu'on a. Pour ce qui est des médicaments pour la sclérose en plaques comme telle, ce qu'on sait, c'est que ces médicaments-là, parce qu'ils sont reconnus comme venant jouer sur l'atteinte cérébrale, ben ça aurait plutôt des effets positifs sur la cognition. Ça a été peu démontré dans les études formellement, ça dépend bien sûr des médicaments. Il y en a qui ont des preuves un peu plus solides, mais le lien logique est quand même à faire entre le fait qu'on ralentit l'atteinte cérébrale, c'est sûr qu'on va favoriser un fonctionnement cognitif qui est optimal avec les médicaments donnés pour la sclérose en plaques.
On est dans les causes. Maintenant, voyons les corrélations. Donc, à quoi sont reliés les troubles cognitifs? Donc, plus l'atteinte cérébrale est importante, plus le risque de troubles cognitifs est important. Donc, c'est pour ça que les études nous disent qu'il y a habituellement plus de troubles cognitifs dans la forme secondaire progressive que dans la forme poussée-rémission. Mais là, on est dans des études de groupe. Il peut y avoir des variabilités individuelles. Ce n'est pas tout le monde qui, systématiquement, dans la forme secondaire progressive, a plus de troubles cognitifs que dans la forme poussée-rémission. Mais quand on prend des groupes de gens et qu'on les compare entre eux, là, on voit un écart. Dans les études qui sont faites pour voir à quel point les symptômes cognitifs sont reliés aux symptômes plus physiques, moteurs, sensoriels, la corrélation n'est pas très élevée. Donc, c'est pas parce qu'une personne a des symptômes moteurs et sensoriels très importants que nécessairement elle a des gros troubles cognitifs. Il y a une certaine corrélation, mais pas automatique non plus. Donc, ce n'est pas une corrélation qui est parfaite entre ces deux aspects-là de la maladie. Même chose avec la durée de la maladie. Oui, il y a une certaine corrélation. Plus la maladie est sévère, plus il y a de poussée, plus les années passent, plus on s'attend à ce qu'il y ait des troubles cognitifs. Mais au cas par cas, il y a beaucoup d'exceptions à cette règle-là parce que la corrélation elle demeure quand même assez faible. Mais on sait que les troubles cognitifs vont avoir tendance à s'accentuer pendant les poussées, probablement pour différents facteurs. Oui, le fait qu'il y a une atteinte cérébrale aiguë qui est en train de se faire, ça fait en sorte que l'utilisation du cerveau est impactée, la personne a des troubles cognitifs, mais il faut aussi penser à tous les aspects émotionnels qui viennent jouer sur le vécu de la personne qui est en poussée. Souvent, il y a l'anxiété qui va monter pendant cette période-là, des fois un peu la déprime aussi. Fait que ça aussi, ça vient jouer avec le fait qu'il peut y avoir une accentuation des symptômes cognitifs pendant les poussées. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a parlé des troubles cognitifs, qu'on a parlé de qu'est-ce qui les cause? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, d'abord, c'est d'observer ces difficultés. C'est un peu ça aussi, l'entrée en matière, c'est pour vous donner les mots, pour vous mettre des pistes sur qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir, ben moi, dans quelles difficultés j'ai, dans quel contexte, c'est quoi les impacts que ça a pour moi. Des fois, ça peut être aidant aussi de tenir compte des commentaires d'autrui. Les gens autour qui vont nous dire, mais je remarque que le soir, tu as l'air d'avoir plus de difficultés à lire ou tu as l'air d'être distraite plus facilement, mais le matin, ça a l'air d'aller mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, des commentaires comme ça qui vont nous aider à se comprendre, à se connaître, à voir c'est quoi qui accroche. Et l'évaluation neuropsychologique peut servir à ça aussi, à aider à déterminer c'est quoi qui est touché, qu'est-ce qui est préservé, c'est quoi les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui se passe au juste comme conséquence au plan cognitif. Une fois qu'on a fait ça, bien, on peut renseigner notre entourage parce que c'est avec eux souvent que les troubles cognitifs vont faire des petits accrochages ou vont faire qu'il va y avoir des répercussions. Donc, toute la portion qu'on vient d'aborder en termes de contenu, ce sont des informations générales qui peuvent être utiles pour l'entourage de la personne, qu'elle sache à quoi s'attendre, qu'elle puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, puis pourquoi la personne a tendance à donner l'impression d'oublier, mais en fait, c'est souvent pas tout à fait ça. C'est pas tant de l'oubli, c'est qu'elle n'a pas enregistré, puis pas bien enregistré, puis qu'elle a de la misère à aller chercher l'information au moment où elle en a besoin. Donc, informer l'entourage, c'est important, puis leur mentionner à quoi on s'attend. Par exemple, ça peut être de dire, mais si tu me parles de quelque chose qui est plus compliqué ou de plus sérieux, vas-y plus lentement. Plutôt que de me garocher ça trop vite, je risque de passer tout droit sur certains détails. Parle-moi plus lentement. Ou si j'ai besoin de lire, s'il vous plaît, faites attention, faites pas trop de bruit, j'essaie de me concentrer. Ou si vous avez des choses importantes que vous ne voulez pas que j'oublie, bien, écrivez-moi là, écrivez-moi sur un post-it, sur une petite note, ou assurez-vous qu'on l'écrive dans l'agenda familial, par exemple, pour les choses plus importantes, pour éviter les oublis. Ça peut être de dire aussi dans l'entourage, bien, quand je fais quelque chose, vu que j'ai de la misère à alterner, attends que j'ai fini avant de me demander d'autres choses. Ça va être plus efficace comme ça. Bien sûr aussi, c'est de s'assurer que la personne elle est bien disponible quand il y a quelque chose d'important à discuter. Parce que la personne atteinte de sclérose en plaques, vu qu'elle traite l'information un petit peu plus lentement, qu'elle a un peu plus de misère à être concentrée, si elle est dans un moment où elle fait déjà quelque chose, qu'elle est préoccupée par une réflexion, ça va être plus difficile d'avoir une conversation sur des choses plus sérieuses. Donc, il faut attendre le moment idéal pour parler des choses plus importantes.
me suis permis un petit point aussi, rajouter aussi à l'entourage, de dire soyez patient, je ne le fais pas exprès. Dans le sens où des fois, l'entourage qui ne connaît pas les troubles cognitifs associés à la sclérose en plaques peut se dire, ben coudonc, quand je lui parle, elle oublie. Elle doit trouver que c'est pas important. Alors, pour la personne atteinte, ça peut être crucial de dire, c'est pas que c'est pas important, c'est que j'enregistre moins bien ou sur le coup, j'ai de la misère à m'en souvenir. Mais ce que tu me dis, c'est important, je fais pas exprès, ça s'enregistre moins facilement dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour limiter l'impact des troubles cognitifs? Prévenir et traiter les symptômes psychologiques, c'est très important. C'est pour ça, tantôt, quand je vous mentionnais les causes, oui, l'atteinte cérébrale, il y a des médicaments qui se chargent d'atténuer l'évolution de l'atteinte cérébrale, mais il y a aussi les symptômes psychologiques. L'anxiété, la déprime, quand on vit ça, ça entrave la capacité à accéder aux ressources résiduelles du cerveau. Donc, c'est important que ce soit adressé en parlant à l'entourage, en consultant un médecin, un psychologue, en se trouvant des techniques pour mieux gérer l'anxiété, faire de l'exercice aussi. Il y a des bénéfices connus, bien documentés sur l'humeur, sur l'anxiété. Donc, toutes des façons d'aller atténuer cette cause-là qui contribue aux troubles cognitifs. On a parlé des effets de la fatigue, donc autant que possible, il faut limiter la fatigue. Ça veut dire se reposer avant l'épuisement. On prend une pause pendant une tâche exigeante, mais on n'attend pas d'être complètement brûlé pour prendre la pause parce que ça va être plus difficile de recharger les batteries. Donc, si on fait quelque chose qui est exigeant, on prend une pause après un certain temps, puis après ça, on s'y remet. On n'attend pas d'être brûlé. Donc, des pauses, des siestes au besoin aussi. Une alimentation qui est équilibrée, on sait que ça va limiter la fatigue dans le sens où, entre autres, si on prend des repas trop copieux, des fois, on a l'espèce d'effet de lassitude après un repas trop copieux parce que la digestion devient plus exigeante. Donc, une alimentation qui est équilibrée, qui va être plus répartie dans la journée, va aider à prémunir contre ce coup de fatigue-là après des repas trop copieux. Ça peut être aussi d'agir sur les troubles du sommeil. Il faut voir c'est quoi qui cause les troubles du sommeil, les douleurs, l'incontinence urinaire, d'autres facteurs associés ou non à la sclérose en plaques. Parce que si on dort mieux, on est moins fatigué. Si on est moins fatigué, on accède mieux aux capacités du cerveau. Soulager la douleur de toutes sortes de façons. Bien sûr, la première étape, c'est d'en parler au médecin pour essayer de comprendre pourquoi j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins mal. Et finalement, se garder actif, c'est certain. Se garder actif, c'est important parce que des fois, le piège qu'on voit dans lequel certaines personnes atteintes de sclérose en plaques vont tomber, c'est qu'ils vont se dire, je suis fatiguée, alors je vais limiter mes activités, je vais moins bouger, moins m'activer, puis là, on a un effet de déconditionnement. La personne ne bouge plus, n'est plus active, donc moindrement qu'elle sollicite ses capacités, elle s'épuise encore plus. Donc, d'où l'importance de se garder actif. On veut éviter le déconditionnement. On veut essayer que la personne garde une masse musculaire, une capacité cardiovasculaire qui va favoriser le fonctionnement de son cerveau. Donc, de se garder actif, c'est important aussi pour aider à être plus concentré, plus efficace cognitivement. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour limiter l'impact des troubles cognitifs? Bien, en fonction de nos observations, c'est de faire les activités cognitives dans les moments où on est le plus efficace. Souvent, ça va être le matin ou après une petite pause, ou ça dépend des gens. Alors, en s'observant, on peut déterminer c'est quoi les moments où je suis plus capable de me concentrer, puis que je vais pouvoir être plus efficace pour faire des choses cognitivement exigeantes. Prendre des pauses, j'en ai parlé tantôt. Surtout prendre des pauses avant l'épuisement. Prendre des pauses quand on commence à ressentir une petite fatigue, c'est là qu'on prend notre pause pour recharger les batteries puis y retourner après. Prévoir plus de temps pour faire les tâches parce que j'ai parlé du ralentissement cognitif en début de présentation. Ça veut dire qu'il faut se donner plus de temps. Si on essaie de faire trop vite puis de faire comme s'il n'y avait pas ce ralentissement cognitif-là, souvent c'est là que ça va faire les petites erreurs d'étourderie, puis qu'on se ramasse à perdre bien du temps à devoir se réviser puis se corriger parce qu'on s'est trompé puis qu'on n'a pas fait les choses tout à fait comme il le fallait. Donc, prévoir à l'avance plus de temps pour faire quelque chose qui est exigeant cognitivement, souvent ça va être plus efficace, puis on va avoir moins besoin de réviser puis de corriger. Limiter les distractions autant que possible, ça veut dire lire avec des bouchons, lire dans un endroit calme, s'installer à un bureau où on n'est pas dérangé par plein de choses devant nous pour
se concentrer, travailler sur des papiers, donc limiter les distractions. Si on a une conversation plus sérieuse à avoir, par exemple avec le conjoint, avec un collègue de travail, bon, on se trouve un endroit où on va pouvoir être calme, pas dans le brouhaha de la vie de famille, pas dans le brouhaha du bureau, dans la salle de conférence où tout le monde jase ensemble. On se trouve un coin pour être tranquille, pour parler sérieusement. Faire les choses une à la fois, c'est valide pour tout le monde parce que faire plusieurs choses en même temps, alterner entre les tâches, c'est très exigeant. On sait que ça augmente pour tout le monde le risque d'erreur. Et dans la sclérose en plaques, ça devient encore plus important, faire les choses une à la fois. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour limiter l'impact des troubles cognitifs? Là, j'arrive plus dans les aspects de fonction exécutive. C'est d'essayer d'utiliser un support écrit pour faire des raisonnements. Si on doit faire des liens dans notre tête puis réfléchir à différents facteurs, ça peut être tout simplement d'utiliser un pad de notes, papier-crayon. On met des symboles, on met des repères, on met des notes, pas nécessairement pour s'en servir plus tard. La feuille peut aller aux poubelles par après, mais supporter par écrit notre raisonnement, nos idées qui nous viennent à l'esprit quand on veut planifier quelque chose, quand on veut trouver une solution à une situation complexe, on vient supporter le fonctionnement des fonctions exécutives. Faire répéter aux besoins si on n'est pas sûr d'une information. Ça va venir pallier la difficulté à enregistrer des nouvelles informations. Visualiser les choses à mémoriser. Par exemple, ça, c'est l'exemple typique, c'est partir pour faire des commissions, puis finalement, on partait, puis on avait 5 choses à acheter, puis on arrive à l'épicerie, puis il nous en reste juste 3 en tête. Mais si avant de partir pour l'épicerie, on a pris le temps de voir dans notre tête les 5 affaires qu'on voulait acheter, ça prend une fraction de seconde, voir le lait, le pain, le beurre dans notre tête avant de partir, bien, il y a beaucoup plus de chances que ça soit bien enregistré puis qu'on arrive à l'épicerie, puis avec ces images-là qu'on s'est faites, ça revient beaucoup plus facilement à l'esprit. Le truc aussi pour limiter l'impact des difficultés mnésiques, c'est d'avoir une routine. Plus on fait les choses toujours de la même façon, plus on range les choses toujours au même endroit, moins on va faire travailler notre mémoire, moins on va oublier parce que si on fait les choses de façon plus systématique, on sollicite moins à chaque fois l'enregistrement puis la récupération d'informations nouvelles. Donc ici, je fais également référence aux fonctions exécutives. Un des trucs, c'est de prendre le temps de planifier les actions au préalable. Donc, sachant que la sclérose en plaques peut affecter la capacité à planifier, c'est important de prendre le petit moment d'arrêt au début avant la planification. Pas se lancer trop un peu pêle-mêle dans la chose, de prendre le temps avant, quelques secondes, de se poser, bon, par quoi ça va être plus stratégique que je commence? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Puis ensuite, je vais être rendue à telle étape. Est-ce que ça fit avec ce que je vais avoir fait avant? Imaginons une situation où quelqu'un atteint de sclérose en plaques veut organiser une activité spéciale, disons un anniversaire de mariage qu'elle veut organiser dans quelques mois. Bien, ça vaut la peine qu'elle commence par s'asseoir pour écrire, bon, par quoi je commence? Je vais commencer par la salle, parce que c'est la salle qui va me dire, en fonction des disponibilités de la salle, la date que je vais faire ça. Et une fois que j'aurai la date, là, je vais pouvoir faire mes invitations. Et une fois que j'aurai fait mes invitations, puis que je saurai combien de gens viennent, bien là, je pourrai passer à l'autre étape suivante, qui est de prévoir le buffet. Donc, en faisant les choses comme ça, en planifiant au préalable, la personne va éviter plein d'allers-retours dans ces étapes un peu pêle-mêle en cours de route. Un autre truc, c'est bien sûr de s'assurer d'avoir pris en compte toutes les informations pertinentes pour résoudre un problème. À cause, je vous parlais tantôt d'une tendance à l'impulsivité, donc la difficulté à se retenir d'agir rapidement, qui survient souvent dans la sclérose en plaques. Donc, si avant de résoudre un problème, on se donne la seconde ou la minute de plus pour se demander, et j'ai-tu pensé à tout ce qui pouvait être possible dans cette situation-là? Et ça va freiner un petit peu l'agir un peu trop impulsif des fois qui va donner des solutions qui vont être un peu boiteuses ou des solutions à peu près. Donc, donner le temps d'y penser. Je me donne un frein, je me donne 30 secondes, 1 minute de plus pour penser à comment je vais m'en sortir. Des fois, ça peut faire toute la différence. Puis bien sûr, si c'est un problème plus complexe, bien là, ça peut être, je me donne une journée, je me donne une nuit, je me donne un peu de temps avant d'en arriver à déterminer comment je vais m'y prendre pour adresser ce problème-là. Un autre truc,
s'allouer du temps, c'est ça, pour réfléchir aux situations avant de prendre une décision. Je suis un peu en lien avec ce que je disais précédemment. Donc, le temps de réflexion préalable qui va venir vraiment souvent bien pallier aux difficultés qu'il peut y avoir d'ordre exécutif parce que les outils, souvent, sont encore pas mal là, les capacités sont encore pas mal là, l'expérience de vie est là. Donc, c'est de se donner le temps pour y avoir accès, puis prendre le temps de bien faire des liens entre les choses qu'on connaît, ce qu'on a déjà fait pour résoudre une situation. Maintenant qu'on a vu ce qu'on peut faire pour essayer de contourner les problèmes d'attention, de mémoire et les fonctions exécutives, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Entre autres, d'adapter l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, adapter l'environnement? C'est qu'on essaie de faire en sorte que notre environnement ne vienne pas trop solliciter nos capacités d'attention, puis de concentration, puis de fonctions exécutives qui sont désormais plus fragiles. Donc, d'adapter l'environnement, c'est par exemple toujours mettre les choses au même endroit à mesure. Il y a une place pour les clés, il y a une place pour les lunettes, parce que pour éviter d'avoir toujours à rechercher où on a mis les choses. Classer la paperasse, il y a toutes sortes de systèmes qui peuvent exister pour classer la paperasse, se mettre des fiches dans un classeur, un code de couleur dépendamment de ce que c'est, classer les papiers en ordre, par exemple les factures en ordre à mesure qu'on les reçoit. Donc, classer les papiers pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Et comme je disais tantôt, adapter l'environnement, c'est aussi limiter les distracteurs autant que possible. Donc, le bruit, le son, la radio qui joue pendant que la télé joue, on enferme un des deux, on essaie de limiter les distracteurs quand on fait quelque chose qui est plus exigeant. Il est possible aussi, au-delà on essaie de moins solliciter les capacités qui sont plus fragiles, il y a des moyens aussi pour essayer de compenser, de contourner l'accès aux difficultés d'attention, de mémoire et de fonction exécutive. Donc, par exemple, développer des nouvelles façons de faire les choses, ça veut dire qu'il faut se poser la question, comment je vais m'y prendre? Imaginons une personne atteinte de sclérose en plaques qui faisait typiquement faire les devoirs à ses enfants en préparant le repas. Bien, ça se pourrait que quand les difficultés cognitives embarquent, ça devient un peu plus difficile. Donc là, il faut s'arrêter et se demander comment je vais m'y prendre. Ces choses-là sont importantes. Je dois faire le repas. Je veux aider mon enfant. Comment je vais m'y prendre? Est-ce que je peux préparer le plus possible mon repas la veille, par exemple, pour que quand arrive le moment du repas, c'est plus léger de ce côté-là, ce que j'ai à faire. Donc, je peux plus focusser sur les devoirs. Ou est-ce que je peux commencer tranquillement à autonomiser mon jeune pour qu'il fasse un petit bout par lui-même pendant que je commence mon souper, puis après ça, je me mets à l'aider pour peaufiner, pour m'assurer que tout a été fait. Donc, se poser la question pour développer des nouvelles façons de faire les choses. Et tout ce qui est recours aux outils externes, c'est bon pour tout le monde, ça, mais encore plus, bien sûr, dans la sclérose en plaques. Par exemple, un carnet mémoire. Un carnet mémoire, c'est un document qu'on va utiliser puis qu'on va classer dans ce petit carnet-là toutes les informations importantes. Donc, il y a une portion agenda, une portion pour les anniversaires, une portion pour indiquer les comptes à payer, une portion pour se faire des listes de choses à acheter. Ça se vend, ça, par exemple, dans les bureaux, en gros, ou d'autres magasins comme ça. Et souvent, c'est fait avec comme un cahier à anneaux. Donc, on peut ouvrir les anneaux, on peut enlever des sections, par exemple, la section agenda, quand elle est terminée, on remplace par la nouvelle année, mais on garde les autres sections du carnet mémoire. C'est une façon qui peut être d'utiliser des outils externes, puis on ramasse toute l'information dans un même endroit. Bien sûr, les fameux post-it, les post-it visibles, de choses à se souvenir, de choses à faire. Tout ce qui est système de gestion financière, j'ai commencé à en parler un petit peu tantôt quand je parlais de classer la paperasse. C'est un peu ça, là. Classer dans des fiches, dans un classeur, mettre les choses en ordre de date, des fois se donner un code de couleur, donc un système pour gérer les finances. Quand la facture rentre, je la mets dans ma fiche de facture à payer. Puis quand elle est payée, je l'indique dessus payer, puis là, je la classe au bon endroit. Donc, une façon de gérer puis de se donner des repères pour bien suivre la gestion des finances. Des repères en lecture, ce que ça peut être, par exemple, c'est un signet, mais un signet qui pourrait être une feuille ou un gros post-it où là, on va indiquer sur notre signet à mesure qu'on lit notre livre qui est peut-être un peu plus coriace ou plus compliqué, par exemple, le nom des personnages dans l'histoire ou les éléments importants de l'histoire pour que si on arrête notre livre puis qu'on y retourne 3, 4, 5 jours après, qu'on puisse se remettre un peu dans le bain pour poursuivre notre lecture puis garder plus facilement le fil de l'histoire.
Un guide de séquençage, dans le fond, ça peut être des guides pour nous permettre de faire des choses de façon plus protocolisée, surtout au travail. Donc, si je reçois telle demande, ma première étape, c'est de contacter un tel, c'est d'envoyer ma confirmation à tel autre, c'est de garder en note quel jour j'ai traité cette demande-là. Donc, des guides de séquençage, qu'on appelle aussi des protocoles pour faire les tâches, c'est une façon de relâcher un peu la pression sur les fonctions exécutives parce qu'on se réfère à un guide qui nous dit fais ci, fais ci, fais ça. C'est plus facile à suivre, puis il y a moins de risques d'erreur. Et bien sûr, de nos jours, les incontournables outils électroniques, rappels d'anniversaire, logiciels de gestion de tâches. Il y a des logiciels de gestion de tâches qui, à coût minime, parfois même gratuits, qui peuvent vraiment donner une chance à la priorisation des tâches et le suivi des tâches. On est encore dans les stratégies de compensation ici. Pardon. Donc, développer la nouvelle façon. Ce que je voulais vous rajouter, c'est que tout ce qui est stratégie de compensation, ça revient beaucoup au fait d'écrire. Des fois, les gens vont avoir en tête un mythe qui consiste à dire que si je ne me sers pas assez de ma mémoire, elle va ramollir ou elle va être moins efficace. Donc, il faut que je me force à faire fonctionner ma mémoire à tout prix. C'est pas tout à fait vrai, ça, cet aspect-là dans la sclérose en plaques, même dans la population générale. C'est vrai qu'on est mieux de faire travailler notre cerveau pour le garder en forme, mais trop y en demander, surtout quand il est fragilisé par une maladie du cerveau, c'est pas mieux parce que là, on risque plus de faire d'erreurs. On va s'inquiéter pour le fait de faire des erreurs. Puis là, on vient dans un cercle vicieux de je vais-tu me tromper, je suis capable, je vais-tu encore oublier telle affaire, puis là, l'autre personne risque d'être déçue que j'ai oublié de dire telle affaire. Donc, on veut éviter ça. Donc, d'où l'importance d'écrire quand on peut écrire les choses au bon endroit, avec des beaux sites à bonne place, dans notre carnet mémoire ou dans nos outils électroniques, mais écrire pour décharger un petit peu la mémoire, puis le besoin de solliciter l'attention, la concentration pour accéder aux informations qui sont en mémoire. On a parlé de comment faire bien travailler l'attention, la concentration, les fonctions exécutives, de comment essayer de contourner l'attention, la concentration, les fonctions exécutives. Maintenant, je vous mentionne qu'il existe aussi des stratégies en coaching neuropsychologique. C'est des interventions que certains neuropsychologues peuvent faire, souvent pour pister la personne dans qu'est-ce qui peut être applicable à sa situation. Typiquement, les neuropsychologues font ça après avoir fait une évaluation, mais parfois l'évaluation peut être très brève. On peut partir des besoins du client, puis on va faire seulement quelques séances pour essayer de l'aider à trouver dans sa situation qu'est-ce qui accroche et comment on peut l'aider à adapter ses façons de faire ou à identifier des stratégies de compensation qui sont appropriées. Parce que bien sûr, dans ma présentation, il fallait que je m'en tienne à du matériel essentiel, mais j'aurais pu vous parler beaucoup, beaucoup plus de différentes stratégies d'adaptation, de compensation qui peuvent être utilisées. Et c'est le genre de choses qu'on peut aborder dans du coaching neuropsychologique. Pour ce qui est de la remédiation cognitive comme telle, la remédiation cognitive, ça fait référence à un concept qui est d'entraîner les fonctions exécutives. Donc, souvent, les études qui sont faites sur la remédiation cognitive, on va enseigner à la personne différentes stratégies qu'on va renforcer, qu'on va réutiliser. Par exemple, encourager la personne à faire des liens plus profonds quand elle enregistre l'information. Donc, c'est une espèce d'entraînement de fonctions exécutives. Souvent, on va faire un petit peu de remédiation cognitive dans le coaching neuropsychologique, mais il n'y a pas non plus de résultats magiques avec la remédiation cognitive. On peut rarement espérer de restaurer complètement une fonction qui a été touchée par l'atteinte cérébrale due à la sclérose en plaques. On peut faire un bout de chemin, on peut aider la personne à renforcer ses processus cognitifs, mais il faut quand même avoir des attentes réalistes par rapport à la remédiation cognitive. Quelle est l'utilité des programmes d'entraînement? C'est souvent une question qu'on me pose dans les conférences, alors j'ai devancé ici un petit peu. Les programmes d'entraînement, je fais référence aux logiciels qui sont vendus là, dans le commerce en utilisation libre pour essayer de, théoriquement, renforcer les capacités d'attention, de concentration, de mémoire. Souvent, c'est présenté sous forme de jeu et les vertus qui sont prônées par les distributeurs de ces logiciels-là, ça serait que ça viendrait renforcer le cerveau, que ça viendrait améliorer le fonctionnement du cerveau.
Ce que les études scientifiques bien faites nous disent jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, dans certains cas, certains logiciels pourraient faire en sorte que plus la personne fait l'activité qui est proposée dans le logiciel, plus elle devient meilleure dans l'activité présentée dans le logiciel. Ça a bien de l'allure avec tout ce qu'on fait dans notre quotidien. Plus on fait quelque chose, ben plus on va prendre l'aisance, plus on va être efficace pour le faire. Là où est le problème avec ces logiciels-là, c'est le problème de généralisation. C'est-à-dire que oui, la personne va devenir meilleure à ce qu'elle fait dans son logiciel, mais ne sera pas nécessairement meilleure dans ses autres activités de la vie quotidienne. Donc, ce n'est pas parce qu'elle utilise, par exemple, un logiciel qui implique d'identifier des cibles qui se présentent à l'écran qu'elle va nécessairement être plus habile pour conduire sa voiture après. Donc, la transposition aux activités du quotidien, pour l'instant, c'est très modeste, les évidences scientifiques par rapport à ça. Donc, il y a un problème de généralisation, de transposer ce qu'on apprend dans ces logiciels-là versus ce qu'on fait dans le quotidien. C'est là qu'il faut des fois se demander, est-ce que ça vaut la peine? Souvent, ça m'est demandé comme ça. Moi, ce que je dirais, c'est si la personne aime ça, a l'impression qu'elle en tire des bénéfices, j'y vois aucune contre-indication et sûrement qu'elle va devenir de plus en plus bonne à faire ce qu'elle fait dans ces logiciels-là. Mais il faut avoir des attentes modestes sur la généralisation que ça peut avoir dans le quotidien. Puis comme souvent, il y a des coûts associés à ces programmes d'entraînement-là, mais il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qui pourraient être faites, qui viendraient stimuler le cerveau, puis qui aiderait aussi à être plus efficace dans l'utilisation de son cerveau dans le quotidien. Par exemple, faire du bénévolat. Quand on fait du bénévolat, bien, on place quelque chose dans notre horaire, on y va, on assume des petites responsabilités, on fait travailler notre mémoire, notre attention dans les conversations, notre planification, donc on fait appel à nos fonctions exécutives. C'est des façons de stimuler le cerveau qui peuvent être utiles aussi pour renforcer les capacités cognitives de la personne. Qu'est-ce qu'il y en est de la médication? Donc, j'ai commencé tantôt à vous parler un petit peu que la médication qui est donnée pour la sclérose en plaques comme telle, bien, les vertus qui sont démontrées dans les études, c'est que ça ralentit la progression de l'atteinte cérébrale. Et comme l'atteinte cérébrale est un facteur causal important des troubles cognitifs, bien, il y a un lien qu'on voit là entre le fait de prendre des médicaments pour la sclérose en plaques et de limiter la détérioration au plan cognitif. Pour ce qui est de la médication qu'on donne pour les symptômes de la sclérose en plaques, bien là, il faut être prudent, il faut en parler avec le médecin, il faut peser le pour et le contre. Il y a certains médicaments qui peuvent avoir des petits effets secondaires au plan cognitif. Alors, si une personne a des doutes sur le fait que la médication pourrait peut-être affecter son attention, sa concentration, sa mémoire, ça vaut la peine d'en parler au médecin pour voir est-ce que c'est bien ce qu'il me faut, est-ce qu'il y a des alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire dans le dosage, mais toujours en se disant qu'il y a un symptôme à la base qui est dérangeant, qui est invalidant, et il faut pas nécessairement privilégier automatiquement un effet bénéfique au lieu d'un autre. Il faut voir de façon générale la situation. En ce qui concerne la médication qui est donnée pour les poussées de sclérose en plaques, souvent ce qu'on va donner, c'est de la prénisone qui est donnée à haute dose pour calmer l'inflammation. Donc, on sait que c'est une médication qui pourrait probablement, sur le coup, donner des petits problèmes d'attention, de concentration, mais on sait qu'il y a aussi un effet bénéfique très bien démontré sur le fait de calmer la poussée, calmer l'atteinte cérébrale qui est en train de se faire au moment d'une poussée. Donc, même s'il y a présence de troubles cognitifs pouvant être associés aux médicaments donnés lors des poussées, ça ne devient pas une contre-indication parce que ce qu'on veut avant tout, c'est limiter les dommages à plus long terme. Et on sait que les cortisones données pour les poussées ne causent aucun dommage à long terme au plan cognitif. Donc, même si sur le coup, l'attention, la concentration est moins bonne, quand les semaines ont passé, cet effet-là de la médication s'estompe pour laisser place au fait qu'on a quand même souvent eu un effet bénéfique pour calmer l'activité de la maladie au moment de la poussée. Il peut y avoir parfois des médicaments qui vont être donnés spécifiquement pour l'atteinte cognitive. On a peu d'évidence scientifique sur l'efficacité de ces médicaments-là. Parfois, les neurologues vont vouloir quand même faire certains essais, certaines tentatives.
Ça va aider notamment les gens qui vont se plaindre de difficultés d'attention, de concentration, de fatigue. Donc, il existe des choses qui peuvent parfois être tentées, mais c'est des choses à discuter avec le neurologue parce que pour l'instant, on y va avec des données scientifiques qui sont un peu faibles. Donc, c'est important que ce soit bien suivi avec le neurologue. Comment, pour l'entourage maintenant, souvent l'entourage aussi demande comment aider le proche qui est atteint de troubles cognitifs. Ben, c'est de l'encourager à avoir une perception réaliste de ces troubles cognitifs. Ça veut dire c'est que parfois, il y a des gens atteints de sclérose en plaques qui vont être un petit peu trop optimistes, disons, qui vont se dire, ben non, ça arrive à tout le monde d'oublier, ça arrive à tout le monde d'avoir de la misère à se concentrer. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on va recommander à l'entourage, c'est tranquillement, délicatement, peut-être de souligner. Ah, mais ça, je remarque que tu t'en souviens pas. Il me semble que j'ai l'impression de te l'avoir déjà dit. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, le but de tout ça, d'avoir une autocritique qui est réaliste, c'est, après ça, d'ouvrir la porte aux méthodes de compensation. C'est que si on encourage notre proche à dire, mais écoute, moi, ce que je me rends compte, c'est que pour faire des commissions, c'est souvent pas évident, tu as tendance à en oublier un ou l'autre, il faut y retourner, on perd du temps. On pourrait peut-être regarder ensemble, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on se fasse un peu plus de listes ou qu'on se donne d'autres stratégies pour essayer d'éviter ça parce qu'on perd du temps à devoir retourner faire la même commission parce que tu as tendance à oublier certains éléments qu'on s'était jasés qui devaient être achetés. Donc, développer l'autocritique, c'est dans ce sens-là. C'est pour ouvrir la porte à comment on essaie de pallier pour les conséquences que ça peut avoir sur le quotidien. Mais parfois, les gens atteints de sclérose en plaques, surtout s'il y a un petit peu de déprime qui se mêle à tout ça, ils vont avoir tendance à se voir un peu pire que ce qu'ils sont. Ils vont avoir tendance à dire, mais il me semble que j'ai encore oublié quelque chose ou j'ai pas pensé à telle affaire ou j'ai de la misère à te suivre en conversation. Des fois, ça vaut la peine pour l'entourage de dédramatiser un petit peu. Sans banaliser, bien sûr, mais dédramatiser un petit peu. Parce que d'avoir de la misère à se concentrer sur une conversation, sur des sujets compliqués, en fin de soirée, c'est difficile pour tout le monde. Chercher ses mots de temps en temps quand on parle, ça arrive à la majorité des gens. Oublier des commissions de temps en temps, ça arrive ça aussi à la majorité des gens. Donc, sans banaliser puis dire non, 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 tu t'en fais pour rien puis il n'y a rien là, dire, ben écoute, ça peut arriver, c'est pas si grave que ça, on va s'organiser, on va se trouver des façons, on va s'aider, on va essayer d'éviter que ça arrive à nouveau. Donc, dédramatiser un peu la situation, c'est souvent ce volet-là qui peut être utile. On peut, comme entourage aussi, s'informer sur les réactions que notre proche s'attend. Par exemple, il y a des gens atteints de sclérose en plaques qui vont chercher un peu leurs mots quand ils parlent. Et il m'est arrivé souvent par un proche de me faire dire, bien, si mon conjoint, il cherche ses mots, si je sais le mot, est-ce que je dois lui donner ou je dois lui laisser le temps d'y penser pour qu'il le trouve par lui-même? Mais il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Ça dépend de ce que la personne veut. Alors, j'encourage le proche à ce moment-là à retourner vers la personne et à dire, écoute, quand tu cherches tes mots, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Pour que ça soit clair, il faut s'en parler. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, quand je cherche un mot puis que l'autre le sait, je veux qu'il me le dise, qu'il finisse ma phrase puis qu'on passe à d'autres choses. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, quand je cherche mes mots, je veux du temps d'y penser. Je veux pouvoir y accéder par moi-même. J'aime pas ça quand on me coupe la parole. Je veux qu'on soit patient. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ça dépend de ce que la personne veut. Donc, c'est pour ça, comme entourage, que c'est important aussi de s'informer. Oui, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe, ce que tu observes et comment tu souhaites que je t'aide. Aider l'autre proche aussi à mieux s'organiser, c'est une façon aussi. Des fois, à deux, de toute façon, c'est bien pour trouver à deux, mijoter des stratégies, puis initier des façons d'avoir un quotidien qui est plus systématique, plus routinier, de s'organiser. Comment à deux, on peut gérer les finances du couple, puis à réussir à s'y retrouver. Ou c'est des façons pour essayer de travailler ensemble pour initier des stratégies, pour essayer d'être plus organisé dans le quotidien. Voilà. Donc, je serai rendue à la période des questions, mais en vous soulignant quand même que j'ai rajouté une autre stratégie, une autre slide plus loin ici que je vous mets pendant la période des questions sur trois éléments qui peuvent être des sources d'information pour aller pousser un petit peu plus loin la compréhension des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques. Le premier, c'est une brochure qui avait été faite par la Société canadienne de sclérose en plaques qui s'appelle Cognition et SP, qui reprend du matériel que j'ai lu, qui est quand même assez brève.
Il y a aussi le groupe Camus qui avait fait un chapitre sur la réadaptation cognitive, un document qui s'appelle La santé de l'esprit et du corps. Ça, j'imagine que Daniel, tantôt, pourrait peut-être plus nous dire comment on peut avoir accès à ça, mais je sais que sur YouTube, il y a des vidéos qui présentent ce document-là et les différentes sections. C'est vraiment très bien, c'est intéressant, très bien fait. Et pour ce qui est de l'accès aux neuropsychologues, il y en a un peu dans le secteur public, il y en a souvent dans les centres de réadaptation via les cliniques de sclérose en plaques, mais il y a aussi le service de référence de l'Association québécoise des neuropsychologues pour avoir accès à quelqu'un dans le secteur privé pour soit une évaluation et ou un suivi pour pousser un petit peu plus loin dans la compréhension puis dans la mise en place de stratégies pour limiter l'impact des troubles cognitifs puis essayer de compenser pour les difficultés que la personne peut rencontrer. Alors, ça serait tout pour moi pour la présentation en ouvrant la place aux questions que vous aurez par rapport au contenu, par rapport à la présentation. Ça va me faire plaisir de vous entendre. Commentaires, questions, gênez-vous pas. OK, donc merci beaucoup, Madame Primo. Oui, concernant le chapitre, là, la santé de l'esprit et du corps, je ferai une petite recherche pour trouver l'information. La brochure Cognition et SP est disponible en ligne, là, en format PDF sur le site de la Société, donc ça, c'est facile à trouver. Si jamais, des fois, vous avez de la difficulté à trouver cette information-là, vous pouvez me joindre au bureau de la Société, puis je vous aiderai soit en vous l'envoyant, soit en trouvant le lien. Donc, on ouvre officiellement la période de questions. Il y a deux façons de poser vos questions. D'abord, vous pouvez écrire vos questions dans l'espace de discussion. Hein. Il n'y a que Mme Primo, Gilliane et moi qui pouvons voir les questions écrites dans le petit espace. Maintenant aussi, vous pouvez appuyer sur les touches étoile 7 et poser vos questions par téléphone. Je vous demanderai de mettre donc fin à ce moment-là, si c'est la façon d'utiliser, au mode silencieux. Seulement si vous avez des questions par téléphone, autrement, vous pouvez rester en mode silencieux. Sachez qu'un court sondage vous sera envoyé au courant de la période de questions. Donc là, vous voyez, en fait, il est commencé. Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir y répondre avant de quitter la session. Les réponses demeureront anonymes. Ça va nous permettre un peu, nous, d'améliorer nos prochains webinaires. Donc, on commence maintenant. Je vais commencer avec une première question. Hein. Donc, n'oubliez pas, pour l'audio, il faut utiliser là, évidemment votre téléphone. Donc, je suis adjointe administrative et j'adore mon métier. Cependant, c'est difficile pour moi. Les différentes tâches reliées à mon emploi, donc je suis fatigué lorsque j'ai terminé de travailler et l'impact est que je n'ai plus d'énergie pour ma vie personnelle, ce qui n'est pas équilibré. Est-ce que, au niveau de la question, j'imagine, est-ce que c'était au niveau des stratégies, Madame Gagnon, vous pouvez... En fait, si tu permets, oui? Daniel, je pourrais simplement commenter ça pour Oui. commencer parce que c'est vraiment un motif de consultation fréquent, moi, ça, dans mon bureau comme neuropsychologue, des situations comme celle-là. C'est que dans le fond, toute l'énergie va au travail, puis il en reste plus pour les loisirs, il en reste moins pour aussi la famille. Donc, effectivement, c'est pas un équilibre de vie, c'est pas quelque chose qu'on peut tenir longtemps parce que il manque des choses, il manque de diversité, il manque d'équilibre, comme elle le décrit. Dans une situation comme ça, ce que j'aurais tendance à répondre, c'est que il faudrait s'assurer qu'on a bien examiner toutes les causes potentielles pour les troubles cognitifs parce que souvent, il y a des leviers de ce côté-là. Souvenez-vous que je disais au début, oui, l'atteinte cérébrale, il y a des plaques dans le cerveau, ça empêche le cerveau de bien fonctionner de façon optimale. Il y a une fatigabilité associée à la sclérose en plaques qui vient de problèmes au niveau du métabolisme, de tout ce qui est système immunitaire qui est déréglé. Donc oui, il y a des aspects organiques sur lesquels on a peu de levier, mais les études nous montrent que ça n'explique pas tous les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques. Il y a souvent d'autres causes, donc l'humeur, le moral, le sommeil. Est-ce qu'il y a des choses dans l'hygiène de vie qui ne sont pas adéquates, qui pourraient aider à ce que la personne dorme mieux et donc ait plus d'énergie le lendemain? Donc, si il y a de l'anxiété, s'il y a de la déprime, des fois on peut travailler là-dessus, soit par un suivi psychothérapeutique, soit par de la médication pour aller adresser ces causes-là.
il faut aller voir qu'est-ce qui cause un déséquilibre dans l'hygiène de vie, parce que des fois, il y a des causes sur lesquelles on a des leviers, pas juste médicamenteux, mais dans des interventions, de la psychoéducation, de l'accompagnement, du support. Donc, on va aller enlever la couche qu'on peut enlever, et souvent, ça peut faire une belle différence sur l'équilibre de vie d'une personne. D'accord. Pour une évaluation avec un neuropsychologue, est-ce que celui-ci doit être spécialiste en sclérose en plaques? Sinon, est-ce qu'on peut trouver un site? C'est comment on fait pour faire une demande pour rencontrer un neuropsychologue? C'est donc deux questions. Oui, Est-ce que OK. oui, pardon. Oui. Donc, pour ce qui est d'une évaluation neuropsychologique, est-ce qu'il doit être un spécialiste en sclérose en plaques? En fait, comment ça fonctionne, c'est que les neuropsychologues, typiquement, ce qu'ils vont nous dire, c'est que si vous décidez de prendre rendez-vous et que vous lui dites que c'est pour une évaluation de sclérose en plaques, il va vous le dire s'il est capable de le faire ou non. On n'est pas très aventureux pour s'avancer dans des problématiques qu'on ne connaît pas bien. Donc, la personne va être en mesure de vous dire oui, j'ai de l'expérience ou non, j'en ai pas, pour déterminer si c'est la personne qu'il vous faut pour faire l'évaluation. Elle n'a pas nécessairement besoin d'être une spécialiste exclusive de la sclérose en plaques, mais ça prend des connaissances en neurologie, ça prend des connaissances au niveau de la clientèle adulte, ça prend des connaissances au niveau du diagnostic différentiel, donc d'être capable de démêler toutes les causes et les effets que ça peut avoir. Donc, ça se discute avec le neuropsychologue. Quand on prend rendez-vous avec un neuropsychologue, on ne prend pas nécessairement rendez-vous pour toute la démarche d'évaluation complète. On peut demander une première rencontre d'une heure où on va discuter puis voir avec la personne, est-ce qu'on sent qu'elle est capable, est-ce qu'on sent qu'elle est à l'aise, est-ce qu'on va être à l'aise de travailler avec elle. Ça va être une façon d'aller voir si la personne a les capacités qu'on recherche. Est-ce qu'on peut trouver sur le site Internet sur le site des neuropsychologues? Oui, ça c'est un bottin de référence qui répertorie les services au privé. Donc, sur le site Internet, il y a des détails sur ce qu'on est capable de faire, puis moins capable, c'est quoi nos problématiques qu'on travaille. Alors là, vous avez vraiment l'information qui est listée là. Puis pour un rendez-vous public? Au rendez-vous public, typiquement, il faut passer par le neurologue. OK? D'accord. On ne peut pas appeler un neuropsychologue dans le secteur public pour prendre un rendez-vous. Ça ne marche pas de même. L'accès se fait typiquement par un neurologue. Les neuropsychologues sont associés à des équipes spécialisées. Ici, il y a une demande un peu plus large. Au pire, Mme Primo, ça, vous verrez. Là, elle demande, OK, est-ce que le stress peut engendrer un diagnostic de... J'ai vu la question. Oui. Cette question-là, elle est vraiment pertinente parce qu'il commence à y avoir des choses qui circulent sur Internet présentement et quelques études qui ont été faites. Alors, est-ce que le stress peut engendrer le diagnostic de sclérose en plaques? Pour vous faire une vraie belle réponse, là, ça me prendrait une heure d'explication parce que c'est très complexe d'analyser un lien comme celui-là. Ça vient d'études qui ont été faites chez des gens qui avaient eu des stress vraiment extrêmement majeurs. Une des premières études de piliers de cette possible relation-là, c'était faite sur des grosses études populationnelles où on prenait des gens qui avaient vécu la perte d'un enfant, un enfant qui était décédé, et on regardait si ces gens-là étaient plus à risque d'avoir une sclérose en plaques. Fait que vous voyez, c'est un stress complètement hors du commun. On ne peut pas généraliser à tous les stresseurs qu'on peut vivre dans un quotidien parce que c'est un stress qui était démesuré. Et là, on voyait un petit lien entre une augmentation de la possibilité d'avoir une sclérose en plaques. Mais ce n'est pas nécessairement un lien causal direct. C'est que les gens qui vivent un stress comme celui-là, ils ont une réaction au stress par la suite. Alors, est-ce qu'ils se mettent à moins bien manger? Est-ce qu'ils se mettent à être plus stressés, à moins bien dormir, à prendre des pilules pour dormir, à faire moins d'exercice? Donc, toutes des choses qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de leur cerveau également. Puis peut-être que c'est tous ces éléments-là, quand on les cumule, qui viennent fragiliser le fonctionnement du cerveau, puis que la personne, si elle avait une génétique qui a prédisposé à la sclérose en plaques, mais peut-être que ça a déclenché à ce moment-là une maladie qui avait de toute façon de fortes chances de se présenter chez elle. Alors, vous voyez que c'est une question très complexe qu'on ne peut pas généraliser à partir d'une étude comme celle-là sur les stress que monsieur, madame, tout le monde vit typiquement dans le quotidien. Ça va prendre des études plus poussées parce qu'il faut, entre autres, déterminer comment on va mesurer le stress d'une personne. Est-ce qu'on se fie à ce qu'elle nous dit? Je me sens stressée, je me sens anxieuse. Là encore, des fois, les gens ne sont pas très bons pour identifier le stress qu'ils peuvent vivre. Hein. C'est difficile de se regarder puis de s'analyser nous-mêmes puis d'avoir une vision fiable et objective de qu'est-ce qui se passe au niveau de nos émotions. Alors, on sait que la façon dont les gens évaluent s'ils sont stressés ou non, la fiabilité n'est pas parfaite.
Alors, si on mesure le stress par des événements de vie, est-ce qu'on dit, par exemple, on prend des échantillons qui ont vécu un deuil, un gros accident d'auto, est-ce qu'on fait, on suit sur les événements que les gens ont vus pour déterminer si une personne a été stressée dans sa vie? Là aussi, ça devient compliqué parce que c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon à un même stresseur. Donc, des études pour faire un lien entre le stress et le diagnostic de sclérose en plaques, c'est compliqué. On n'a pas rien encore de très fameux pour nous dire qu'il y aura un lien entre les deux. Il semble y avoir beaucoup d'autres facteurs qui viennent jouer dans l'équation entre le stress et la maladie. Puis on se demande si c'est pas plutôt que un gros stresseur et toutes les conséquences d'après le stress viennent pas plutôt ouvrir la voie à une maladie qui, de toute façon, se serait présentée un jour ou l'autre. Des fois, la question qui m'est posée, c'est est-ce que le stress peut causer des poussées de sclérose en plaques, qui est une question un petit peu parallèle à ce qui m'est demandé là. Encore là, c'est très, très difficile d'évaluer ce genre de choses-là parce que si on évalue la personne pendant qu'elle est en poussée, puis qu'on lui demande « Étiez-vous stressé avant? » il y a un biais. La personne est en train de vivre un stress incroyable, elle vit une poussée de sclérose en plaques, alors il y a des bonnes chances que juste parce que l'humain étant l'humain, il va avoir tendance à dire « ben oui, j'étais stressé avant » parce qu'au moment où on lui demande, il est très stressé. Donc c'est difficile de faire un lien entre est-ce que le stress peut augmenter le risque de poussée. Puis pour toutes les autres mêmes raisons que je vous donnais tantôt, c'est-à-dire que d'avoir vécu, par exemple, des stresseurs, souvent, ça va modifier nos habitudes de vie. Si on est stressé, on mange moins bien, on fait moins d'exercice, on dort moins bien. Tout ça a un impact sur le bon fonctionnement du cerveau. Alors peut-être que si il y a déjà une sclérose en plaques dans le cerveau, puis qu'on ne donne pas de chance à notre cerveau par des mauvaises habitudes de vie, mais peut-être qu'on contribue à ce moment-là à ouvrir la voie à l'installation d'une nouvelle poussée. Donc, c'est peut-être pas nécessairement le stress, comme la façon qu'on a de réagir au stress. D'accord. Une autre question ici, comment différencier les troubles cognitifs associés à la sclérose en plaques et les troubles cognitifs reliés à l'âge? Là, ici, la personne est dans la 60 ans, a dû quitter le travail depuis 4 ans, donc comment différencier les deux? Question très intéressante, je trouve, et c'est là que j'ai envie de vous dire que ça prend une évaluation neuropsychologique parce que les outils qu'on utilise quand on fait une évaluation cognitive avec une personne, on a des statistiques, on appelle ça des normes. Donc, si j'évalue une personne de 60 ans, je vais lui faire passer un test et je vais regarder par rapport aux gens de 60 ans, et souvent, je vais pouvoir comparer avec les gens du même sexe, donc les femmes, les hommes. C'est des statistiques parfois différentes. Je vais pouvoir comparer par rapport à l'âge où se situe ma personne. Mais bien sûr qu'à ce moment-là, il va falloir que je regarde aussi son histoire de vie parce que si c'est une personne qui était très bonne qui était par exemple un ingénieur qui a toujours fait des plans, qui était architecte, puis que j'y passe des tests où on mesure les capacités visuospatiales, puis qui est à peine dans la moyenne, bien, ça se pourrait que je dise, bien, pour cette personne-là, il y a une perte d'efficacité, il y a une détérioration, puis cette personne-là fonctionnait avant en haut de la moyenne, et là, elle est tout juste dans la moyenne. Donc, c'est comme ça qu'en neuropsychologie, on arrive à déterminer quelle est la différence entre des troubles cognitifs reliés à l'âge de ceux reliés à la sclérose en plaques. Mais à partir de ma présentation, cette distinction-là, elle n'est pas évidente parce que ce que j'ai décrit, ça a tendance à être des choses qu'on observe aussi un petit peu avec l'avancement en âge. Donc, c'est beaucoup dans l'intensité des symptômes que là, on va pouvoir dire, c'est plus juste l'âge, il y a aussi la sclérose en plaques qui joue un rôle pour expliquer les troubles cognitifs de la personne. D'accord. Est-ce que il y a certaines rémissions physiques qui sont possibles. Est-ce que c'est la même chose sur le plan cognitif? Les atteintes peuvent disparaître entièrement ou partiellement? OK. En fait, c'est sûr que si on mesure les aspects cognitifs directement après une poussée, oui, on s'attend à une certaine amélioration au fil du temps. Mais ça dépend de plein de facteurs. OK? Là, ça, c'est la réponse grossière de dire oui, il peut y avoir une certaine rémission au plan cognitif. Mais ça dépend. Ça dépend de l'âge d'une personne. Plus l'âge est avancé, moins la récupération après l'épisode de poussée est efficace. Ça va dépendre comment était son cerveau avant cette poussée-là. Si c'est une personne qui a déjà eu beaucoup de poussées par avant, on sait que son cerveau va être moins efficace pour récupérer suite à une nouvelle poussée.
Ça va dépendre de toutes les autres causes aussi que j'ai discutées. Si elle est déprimée, si elle est anxieuse, si elle est normale, toutes ces choses-là aussi vont limiter la capacité à récupérer des difficultés cognitives ayant été causées par une poussée récente. Ça disparaître entièrement, je n'oserais pas me prononcer parce que là, j'aurais trop de ça dépend de ci, ça dépend de ça dépend des causes, ça dépend de la personne, ça dépend de son cerveau, comment il était, ça dépend de son âge, ça dépend de trop de choses pour me prononcer là-dessus. Il y en a qui vont avoir des récupérations vraiment impressionnantes. Si on est en début de maladie, une première poussée est quand même bien contrôlée, c'est une personne relativement jeune qui a une bonne santé mentale, il peut y avoir des récupérations vraiment impressionnantes. Mais on peut voir l'autre extrême aussi de séquelles qui persistent et qui sont vraiment dérangeantes là, après une poussée de sclérose en plaques. Pour statuer sur les séquelles permanentes post-poussée, on se donne habituellement un délai de 6 mois. Donc, l'amélioration ne se fait pas en heures et en jours. Ça se fait en semaines et même en mois si on parle d'une poussée qui est plus importante. Mais quand on est 6 mois post-poussée, on voit pas mal qu'est-ce qui peut rester de cette poussée-là. Encore là, ça dépend, parce que s'il y a plein d'autres causes surajoutées sur lesquelles on a peut-être un levier, bien là, la personne peut peut-être continuer à s'améliorer si on agit sur les autres causes. D'accord. Est-ce qu'on peut juste reconfirmer, parce que peut-être qu'on a passé un peu rapidement, donc pour consulter un neuropsychologue au public et au privé, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? Par le public, on s'adresse au neurologue, c'est lui qui va faire le pont. C'est la connaissance que j'en ai dans mon CIS où je travaille, puis la plupart des CIS que j'ai côtoyés, là, CIS étant les centres de santé. Donc, c'est passé par le neurologue pour dans le public. Il va souvent référer soit à l'équipe de réadaptation ou des fois quand il y a des neuropsychologues dans les équipes de neurologie. Pour le privé, on n'a pas besoin de prescription, c'est un service privé. Parfois, la prescription va être nécessaire pour les compagnies d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance qui demandent d'avoir une prescription d'un médecin pour faire un remboursement des frais. C'est là qu'est nécessaire la prescription, mais pour le neuropsy qui est au privé, on n'a pas besoin de prescription. D'accord. Et à quel âge le cerveau commence à moins bien se régénérer? C'est une question que je trouve vaste un petit peu. Attends. Je ne suis pas capable de la lire. Est-ce que c'est juste dans la sclérose en plaques ou dans la population générale? Parce qu'en fait, la question commence, par à quel âge on peut tout simplement. commencer les troubles cognitifs, puis après ça, voilà. OK. À quel âge peut-on commencer les troubles cognitifs? J'ai différentes pistes de réponses à vous soumettre. Ce qu'on sait, c'est que le développement du cerveau se fait jusqu'à la fin de la vingtaine. Okay? À partir de la fin de la vingtaine, le cerveau va davantage stagner, c'est-à-dire qu'on gagne en expérience, on gagne en connaissance, on gagne en maturité, mais en termes de développement cérébral comme tel, ça va vraiment, ça va être plus avec l'effort, l'expérience que là, on peut développer certaines capacités, mais par exemple en termes de vitesse, en termes d'efficience des processus cognitifs, rendus à 30 ans, on a atteint ce qu'on pouvait développer et tranquillement va s'installer le vieillissement du cerveau. Bien sûr que ce n'est pas dans la trentaine, dans la quarantaine que ça va paraître, parce que là, on gagne en expérience, en habitude, en stratégie, et tout ça va permettre de rester efficace. Alors, avant que ça paraisse un peu plus, on est plus dans, peut-être discrètement, dans la cinquantaine, mais un peu plus vers la soixantaine. Là, c'est plus le ralentissement associé à l'âge qui va commencer à se manifester, puis qui peut se répercuter sur un petit peu tout, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a un petit peu plus de ralentissement, la personne gobe les informations moins vite, donc les mémorise moins vite. Donc, vu que c'est moins bien mémorisé, elle a l'impression d'avoir oublié, mais c'est pas tant qu'elle a oublié, c'est que l'information ne s'est juste pas enregistrée. Donc, le ralentissement cognitif qui s'installe rendu en âge un petit peu plus avancé va se répercuter sur plusieurs fonctions. Ça serait la réponse sommaire que je pourrais demander, là, que je pourrais donner sur le vieillissement du cerveau comme tel. Mais la question utilise le terme trouble cognitif. Moi, je vous ai parlé plus d'affaiblissement dans le fonctionnement cognitif, mais sans parler de trouble comme tel. Les troubles, quand je vous parlais de trouble au début de ma présentation, pour moi, trouble, il y a une intensité de difficulté associée à ça qui n'est pas, qui est pas normale, qui ne s'inscrit pas dans la normalité, dans l'évolution habituelle. D'accord. Je vois qu'il y a quand même quelques questions d'ordre plus général sur la sclérose en plaques.
peut-être que j'inviterai les personnes à me rejoindre. Donc là, je vais laisser mon numéro de téléphone et de poste sur l'espace de discussion. Puis on va essayer de garder les questions qui sont vraiment liées aux troubles, aux difficultés cognitives, si vous permettez. J'ai une question ici. Vous avez beaucoup parlé de trucs que l'on peut utiliser pour notre quotidien, dans notre quotidien, pardon, mais conserver nos facultés cognitives. Oui, pouvez-vous nous dire si on peut exercer notre cerveau pour tenter de potentialiser nos facultés, pour ne pas dire les augmenter? J'ai l'impression d'avoir abordé ça quand même un peu vers la fin de ma présentation. Le message à retenir de ça, c'est que notre cerveau, il demeure toujours capable d'apprendre, même avec la sclérose en plaques. Ça va être un peu plus difficile. Donc oui, on peut exercer notre cerveau, puis c'est sûr que plus on le sollicite, plus on va du moins ralentir les effets de l'atteinte cérébrale, sinon vraiment améliorer certaines capacités qu'on peut avoir. Il faut juste garder en tête que avec la sclérose en plaques, c'est un petit peu plus difficile d'exercer notre cerveau, mais on peut le travailler. La notion que j'ai donnée tantôt, c'est qu'exercer notre cerveau, ça peut se faire de plein de façons. J'ai parlé du bénévolat, mais ça peut être des conversations avec les gens, ça peut être des casse-têtes, ça peut être du jardinage, des loisirs. Donc, différentes façons de se garder actif. Ce sont des façons où on va devoir être concentré, on va devoir se souvenir où on est rendu, ce qu'il nous reste à faire, qu'on va devoir planifier un peu les tâches qu'on fait. Alors, ce sont toutes des façons où on exerce notre cerveau pour essayer de les maintenir le plus possible, puis peut-être même les améliorer, effectivement, parce qu'on sait que plus on fait quelque chose, plus on va automatiser des processus, plus on va être efficace, et ça demeure possible dans la sclérose en plaques, quoique avec une efficacité un peu plus limitée à cause de l'atteinte cérébrale. OK. Maintenant ici, comment concrètement un neuropsychologue peut me venir en aide dans le traitement des informations? En fait, ce que le neuropsychologue va pouvoir faire, c'est dire qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui va moins bien. Quand on sait ce qui va moins bien, on peut se servir de ce qui va bien pour contourner nos difficultés. Donc, si par exemple, la mémoire fonctionne moins bien, mais que l'attention, la concentration reste pas si mal, on va essayer de se donner des stratégies pour être plus concentré quand on a des choses à mémoriser. En fait, c'est qu'en sachant nos forces et nos faiblesses, on peut après ça mieux se servir des forces pour compenser pour les faiblesses. Le neuropsychologue n'aidera pas le traitement des informations. Il va aider la personne à bien se servir des outils qui lui restent dans son cerveau pour bien fonctionner dans le quotidien, en l'aidant à identifier des nouvelles façons de faire les choses, en l'aidant à déterminer c'est quoi les causes sur lesquelles elle a un pouvoir, un levier, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites, par exemple, pour améliorer son humeur, son moral, l'activité physique. Ça va, par exemple, aussi de l'aider à intégrer des outils électroniques dans son fonctionnement pour essayer de compenser ses difficultés, les oublis qu'elle peut faire, sa difficulté à s'organiser. Donc, le neuropsychologue, il n'améliore pas directement, il n'y a pas une baguette magique pour améliorer le traitement de l'information. Le neuropsychologue, il aide la personne à mieux se comprendre, mieux savoir sur quoi elle peut miser, puis comment on peut se servir de ça pour trouver des façons de contourner ces difficultés puis d'être plus efficace dans le quotidien. D'accord. Encore une autre question. Je ne suis pas certain, je vais la formuler comme je comprends la question. Si jamais la personne qui l'a posée veut réajuster le tir, on peut me réécrire dans la boîte, dans l'espace de discussion. Est-ce qu'il y a une priorisation à faire au niveau des ordres, au niveau de l'ordre des stratégies ou des entraînements? Donc, est-ce que... Je comprends. Oui, voilà. Oh, oui, tout à fait. Donc, par quoi on commence, dans le fond, pour mettre nos énergies à bonne place? Je vous dirais que le facteur essentiel à considérer, c'est qu'est-ce qui vous tente. La motivation, elle est essentielle pour mettre en place des trucs, des façons de faire, puis mettre l'énergie pour s'ajuster à des nouvelles façons de faire. Fait qu'il faut partir de la motivation. Moi, ce serait ça, mon arbre décisionnel. Ce serait qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous tente dans la liste de choses que j'ai numérées, sachant qu'il y en a quand même beaucoup plus de choses que ça qui peuvent être faites, mais je partirais de là. L'art décisionnel, c'est qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous pensez que vous allez être capable de mettre en place et de garder à long terme dans votre quotidien comme stratégie, comme façon de faire pour vous aider. D'accord.
Ensuite, est-ce que le Concerta et le Ritalin peuvent être bénéfiques pour les troubles de concentration chez les patients atteints de SP? Le Concerta et le Ritalin, ce sont des médicaments qui sont dans la catégorie des psychostimulants. Moi, j'ai vu des neurologues prescrire des psychostimulants parfois pour certaines catégories de patients, mais là, ça va dépendre. C'est délicat de prescrire ces médicaments-là. Il y a des contre-indications, puis ça dépend un peu de la présentation. Des fois, on peut avoir des effets bénéfiques quand même assez intéressants, surtout quand la fatigue est importante, quand les difficultés d'attention, de concentration sont à l'avant-plan. Des fois, j'ai vu des effets quand même assez intéressants, mais ça, c'est vraiment, il faut y aller précautionneusement parce qu'il peut y avoir des interactions, des effets secondaires, donc c'est vraiment à discuter avec le neurologue. Mais oui, les psychostimulants, ça fait partie des stratégies que certains neurologues emploient pour essayer d'aider les gens qui ont des troubles cognitifs associés à la sclérose en plaques. Sachant par contre qu'il y a très peu d'études scientifiques sur le sujet. On a très peu de données par rapport à l'efficacité de ces médicaments-là dans la maladie. D'accord, alors je poursuis avec une autre question. Je suis diagnostiqué avec la sclérose en plaques, mais également avec un traumatisme crânien, du moins TCC, il me semble bien que c'est ça, tu me corrigeras Geneviève, modéré. Jusqu'à quel point pouvons-nous séparer l'un de l'autre? Oh! OK. Séparer un traumatisme crânien de la sclérose en plaques, effectivement, les séquelles peuvent se ressembler, les difficultés peuvent se ressembler. Il y a différentes choses à regarder. Donc, il faut aller voir la sévérité du traumatisme crânien. Il y a 3 niveaux de sévérité. Donc, ça nous donne des profils cognitifs qui sont quand même assez différents. Il y a quelque chose dans l'intensité puis dans la nature des déficits qui va être différent. Donc, ça serait une donnée dont j'aurais besoin pour aller plus loin dans mon diagnostic différentiel. Et une autre donnée dont j'aurais besoin, ce serait de voir qu'est-ce qui a commencé quand puis avant quand. Donc, l'évolution, la coïncidence temporelle entre les deux aspects va nous dire un peu c'est quoi la cause. Si les troubles cognitifs ont commencé sur le coup des traumatismes crâniens, bien là, c'est sûr que ça va être plus tentant de faire le lien avec le coup à la tête qu'avec la sclérose en plaques. Mais c'est ça, il faut aller voir l'évolution des troubles cognitifs, des deux problématiques, comment ça s'est situé dans le temps, comment ça a évolué. Il faut aller voir aussi à quel point la sclérose en plaques elle fait de dommages dans le cerveau. Donc, l'ampleur de l'atteinte cérébrale, c'est un autre facteur à considérer. Ce n'est pas un diagnostic différentiel qui se fait en quelques minutes. Ça prend des informations pour vraiment aller voir quel genre de traumatisme crânien, quand, quel genre de sclérose en plaques, depuis quand, qu'est-ce qu'elle fait comme dommage, est-ce qu'on a d'autres causes qui viennent influencer notre portrait. Puis là, avec toutes ces données-là, on peut essayer de démêler un peu les affaires. D'accord. Merci. Une dernière question. J'ai de plus en plus de troubles de mémoire et de concentration. Je fais facilement de l'angoisse. Est-ce que la médicamentation peut accentuer ces symptômes? Là, je ne sais pas si on parle des symptômes des troubles cognitifs ou de l'angoisse. J'aimerais que la personne précise, là, parce que je pourrais... c'est comme plein de questions en même temps. Si on parle de la médication pour la sclérose en plaques, on vient de parler de la médication pour les troubles cognitifs, puis il y a de la médication pour l'anxiété, fait que... OK. Donc, je vais passer à une autre question à ce moment-là parce que je n'aurai pas nécessairement la réponse maintenant. Si la personne pouvait l'ajouter, j'apprécierais là, pour vraiment bien me pister sur l'information recherchée. Donc, je vais attendre. Si je reçois la réponse d'ici peu, je donnerai, Mme Prine. Suis-je normal de dire que les efforts mentaux me causent plus de fatigue que les efforts physiques? Ça dépend des gens. Le concept de fatigue dans la sclérose en plaques, c'est très compliqué à évaluer. Il y a de la fatigue mentale, de la fatigue physique, et ça peut varier un petit peu d'une personne à l'autre. Mais on sait aussi qu'il y a une différence entre les mesures objectives de fatigue et l'impression subjective que les gens peuvent avoir d'être fatigués ou non. Par exemple, il y a des études qui ont été faites avec des tests cognitifs où on fait faire des tests cognitifs là, pendant une bonne période de temps, puis on mesure est-ce qu'il y a un déclin de la performance au fil du temps. Puis on compare notre déclin à l'ampleur de la fatigue que la personne nous rapporte pendant cette tâche-là. Et la corrélation, elle est très, très faible entre ce que la personne ressent et ce qu'on peut mesurer
comme fatigue. Comme si on n'est peut-être pas très bon pour déterminer à quel point on est fatigué. Fait que le lien entre la fatigue physique et la fatigue mentale devient encore plus difficile à être déterminé parce qu'à la base, mesurer la fatigue mentale, c'est un concept extrêmement abstrait. Puis on sait que si on essaie de le mesurer avec les tests, ça ne nous donne pas nécessairement la même chose que quand on le mesure à partir des impressions subjectives de la personne. Par contre, ce que la personne rapporte ici, c'est une différence entre fatigue mentale et fatigue physique. Et oui, il y a des gens qui vont rapporter cette différence-là. D'autres vont la rapporter à l'inverse, vont dire c'est plus physiquement que je suis fatiguée que mentalement. Beaucoup de gens vont nous dire aussi c'est les deux en même temps qui sont touchés. Et probablement qu'un influence l'autre un petit peu. Si on est plus fatigué physiquement, après ça, si on fait une tâche mentale, on va peut-être se fatiguer plus facilement dans la tâche. Donc, les deux aspects de la fatigue interagissent entre eux également. Parfait. Écoutez, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a là pour aujourd'hui. En fait, merci beaucoup, Madame Primo, pour ces réponses et le temps accordé à la présentation. Nous vous remercions donc encore une fois de votre participation, aussi au nom de mes collègues de la Société et de Brain Exchange. Un chaleureux merci encore, Geneviève. Deux rappels, ce webinaire sera disponible en ligne sur le site de la Société canadienne de sclérose en plaques et sur celui de Brain Exchange sous peu. Aussi, gardez un œil sur votre boîte de réception. Vous recevrez bientôt un message vous invitant à répondre au sondage de la Société mentionné précédemment. Donc là-dessus, un gros merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Daniel et Geneviève. Merci beaucoup.